Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où les frissons sont garantis. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le monde obscur du paranormal avec 3 histoires vraies qui vous glaceront le sang. Maisons hantées, tableaux maléfiques, esprits invoqués. Accrochez-vous parce qu'on entre dans le vif du sujet. Préparez le café, la couette et surtout, gardez la lumière allumée. C'est parti. Imaginez un instant une petite fille, appelons-la Sophie, qui grandit dans une vieille maison. Une maison avec des couloirs sombres, des craquements inexpliqués et une atmosphère pesante. Vous voyez le genre? Dès son plus jeune âge, Sophie remarque des choses étranges. Des ombres furtives qui disparaissent dans les coins, des murmures indistincts la nuit, des objets qui changent de place comme par magie. Au début, elle pense que ce sont des jeux d'enfants, des illusions de son imagination débordante. Mais les incidents se multiplient, deviennent de plus en plus intenses. Un soir, alors que Sophie est seule dans sa chambre, elle entend des pas lourds monter l'escalier. Elle se cache sous ses couvertures, le cœur battant la chamade. La poignée de la porte tourne lentement, grinçant dans le silence pesant. La peur la paralyse. La porte s'ouvre et une silhouette sombre se dessine dans l'embrasure. Sophie ferme les yeux, terrifiée. Quand elle les rouvre, la silhouette a disparu. Les années passent, Sophie grandit, mais les phénomènes étranges persistent. Des portes qui claquent violemment, des voix désincarnées qui l'appellent par son nom, des sensations glacées qui la parcourent l'échine. Elle réalise que sa maison n'est pas comme les autres, elle est hantée. Sophie tente de trouver une explication rationnelle à ces événements, mais en vain. Elle consulte des livres sur le paranormal, interroge des spécialistes, mais personne ne peut lui donner de réponse satisfaisante. Un jour, elle découvre un vieux journal intime caché dans le grenier. C'est le journal de l'ancien propriétaire de la maison, un homme qui a mystérieusement disparu des années auparavant. Dans son journal, il décrit des événements similaires à ceux que Sophie a vécus. Il parle d'une présence maléfique qui hante les lieux, d'une force obscure qui le consume de l'intérieur. Sophie comprend alors qu'elle n'est pas folle, la maison est bel et bien hantée. Déterminée à comprendre ce qui se passe, Sophie se lance dans des recherches approfondies sur l'histoire de sa maison. Elle découvre que les anciens occupants ont été victimes d'une tragédie terrible. Un incendie meurtrier qui a coûté la vie à toute une famille. Les esprits de ces victimes innocentes seraient-ils restés prisonniers des lieux, condamnés à errer sans fin? Sophie est persuadée que les esprits cherchent à communiquer avec elle. Elle décide alors d'organiser une séance de spiritisme avec l'aide d'un médium réputé. La séance est terrifiante. Les esprits se manifestent avec violence. Les objets bougent tout seuls. Les lumières vacillent. Le médium est en état de transe. Il canalise les messages des esprits. Ils sont en colère, ils se sentent piégés et veulent en se venger. Sophie est bouleversée par cette expérience. Elle comprend que les esprits ont besoin d'aide pour trouver la paix. Avec l'aide du médium, elle organise une cérémonie de purification pour libérer les âmes errantes. La cérémonie est longue et éprouvante, mais elle est finalement un succès. Les esprits sont apaisés, ils peuvent enfin reposer en paix. Sophie a vécu des années dans la peur et l'angoisse, mais elle a finalement réussi à vaincre ses démons. La maison est calme maintenant, libérée de ses occupants fantomatiques. Sophie a appris à vivre avec le paranormal. Elle sait que le monde invisible est bien réel et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Notre histoire suivante nous emmène dans un petit appartement parisien, où un jeune homme, nommé Antoine, vient de recevoir un cadeau étrange. Un tableau ancien représentant un paysage sombre et inquiétant. Le cadeau provient d'un vieil ami de la famille, un collectionneur d'art réputé pour ses goûts excentriques. Antoine, amateur d'art lui-même, est intrigué par le tableau. Il le trouve étrangement fascinant, malgré son aspect sinistre. Il décide d'accrocher le tableau dans son salon, sans se douter un instant du cauchemar qu'il vient de déclencher. Dès la première nuit, Antoine est victime de cauchemars terrifiants. Il se voit perdu dans un labyrinthe sombre, poursuivi par des créatures hideuses. Au réveil, il a l'impression d'être observé, épié. Il attribue ces sensations désagréables à la fatigue et au stress. Mais les jours passent et les phénomènes étranges s'intensifient. Des bruits étranges se font entendre la nuit. Des objets disparaissent et réapparaissent à des endroits improbables. Antoine est persuadé que le tableau est à l'origine de ces événements. Il tente de le décrocher, mais c'est comme s'il était fixé au mur, impossible à déplacer. Un soir, alors qu'il observe le tableau de plus près, Antoine remarque un détail troublant. Les yeux du personnage principal semblent le suivre du regard, où qu'il se place dans la pièce. Il est pris d'un malaise profond, une sensation glacée lui parcourt l'échine.
il réalise que le tableau est maléfique. Antoine tente de se débarrasser du tableau, mais personne ne veut le prendre. Les antiquaires le renvoient me promener, effrayés par l'aura négative qui se dégage de la toile. Antoine est piégé, prisonnier de son cadeau empoisonné. Son comportement change, il devient renfermé, paranoïaque. Il est persuadé que le tableau le manipule, le ronge de l'intérieur. Un soir, en rentrant chez lui, Antoine découvre son appartement sans dessus-dessous. Les meubles sont renversés, les tableaux arrachés des murs. Au milieu du chaos, le tableau maléfique trône fièrement, comme un roi dans son royaume de désolation. Antoine s'approche du tableau, hypnotisé par l'expression maléfique du personnage principal. Il tend la main vers la toile, comme s'il voulait la toucher. Soudain, le tableau s'illumine d'une lumière intense. Antoine est projeté en arrière, comme frappé par une décharge électrique. Quand il reprend ses esprits, le tableau a disparu. Antoine est soulagé, mais il garde des séquelles de cette expérience traumatisante. Il ne regardera plus jamais un tableau de la même manière. Le tableau maléfique, quant à lui, continue de circuler, passant de main en main, semant le chaos et la terreur sur son passage. Preuve que certains objets sont maudits, chargés d'une énergie négative qui peut détruire des vies. Chapitre 3. L'esprit invoqué. Notre dernière histoire nous transporte dans une petite ville américaine où un groupe d'adolescents, fascinés par le paranormal, décide d'organiser une séance de spiritisme pour invoquer l'esprit d'un enfant mort. Ils ont entendu des légendes sur un jeune garçon, nommé Billy, qui serait mort tragiquement dans un accident de voiture des années auparavant. Ignorant les dangers qu'ils encourent, les adolescents se réunissent dans une vieille maison abandonnée, réputée pour être hantée. Ils disposent des bougies autour d'une planche Ouija, ferment les yeux et commencent à réciter des incantations. L'atmosphère devient lourde, chargée d'électricité statique. Soudain, la flamme des bougies vacille. Un vent glacial souffle dans la pièce. Les adolescents sentent une présence invisible se matérialiser parmi eux. La planchette Ouija s'anime, glissant lentement sur le plateau, guidée par une force invisible. Les adolescents sont partagés entre l'excitation et la peur. Ils posent des questions à l'esprit, avides de réponses. L'esprit se présente sous le nom de Billy. Il répond à leurs questions par des bribes de phrases, des mots décousus qui glacent le sang. L'un des adolescents, plus téméraire que les autres, demande à Billy de leur donner un signe de sa présence. Un silence pesant s'abat sur la pièce. Puis, un bruit assourdissant retentit, comme si quelqu'un frappait violemment contre les murs. Les adolescents sont terrifiés. Ils veulent arrêter la séance, mais il est trop tard. L'esprit de Billy est incontrôlable. Il se déchaîne dans la maison, faisant voler les objets, claquant les portes, hurlant sa rage et sa douleur. Les adolescents sont pris au piège, terrorisés par la violence de l'esprit qu'ils ont invoqué. Ils tentent de fuir, mais les portes et les fenêtres sont bloquées, comme verrouillées de l'extérieur. L'un des adolescents, en proie à la panique, tente de détruire la planche Ouija, espérant mettre fin au cauchemar. Mais à l'instant où il s'apprête à la briser en deux, il est projeté violemment contre le mur, comme s'il avait été frappé par une force invisible. Les adolescents comprennent alors qu'ils ont commis une terrible erreur. Ils ont réveillé une force qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils passent la nuit dans un état de terreur absolue, traqués par l'esprit vengeur de Billy. Au petit matin, lorsque le soleil commence à poindre à l'horizon, l'activité paranormale cesse aussi brusquement qu'elle a commencé. Les adolescents, traumatisés par cette expérience, quittent la maison en courant, jurant de ne plus jamais jouer avec les forces occultes. Ils ont appris à leurs dépens que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes, que certains esprits ne doivent jamais être dérangés. L'esprit de Billy, quant à lui, hante toujours la vieille maison abandonnée, à la recherche de nouvelles victimes à terroriser. Alors, vous en pensez quoi? Prêts à dormir avec la lumière allumée ce soir? N'oubliez pas que ce ne sont pas juste des histoires, mais des témoignages réels qui prouvent que le paranormal est parmi nous. Si vous avez aimé ce voyage dans l'inconnu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de frissons. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires à vous glacer le sang.